Le sprint du Grand Prix des Amériques est terminé. Thomas, tu es à Austin. Quelle heure il est chez toi là? Ah bah là, il est 17h21. Ça vient de passer à 21. Voilà. Écoute, nous, il est bientôt minuit, mais on reste éveillé et parce que c'était un super samedi, un samedi animé. Bon, Thomas, c'était quoi l'ambiance en salle de presse quand on a vu au premier virage une moto rouge débouler sur la gauche, mais pas celle attendue? Rien, finalement rien, parce qu'on s'est dit de toute façon ça allait être une rouge devant. Et en fait, non, c'est surtout ce qui a suivi. L'ambiance, justement, la passe d'armes entre les leaders. Donc ça, c'était sympa. Tu vois, ça a rappelé un peu, tu vois, ce qui s'était passé en Malaisie entre Martin et Bagnaia. Tu sais, cette petite baston là qu'on a eu sur les premiers tours. Donc c'était vraiment collé à nos sièges et c'était vraiment sympa. Et bon, voilà, après, on va y revenir. Mais bon, c'est vrai que la suite, on la connaît, quoi. Voilà, donc la suite, c'est la victoire de Marc Marquez devant son frère Alex Marquez et Pecco Bagnaia. C'est la quatrième fois en 5 courses, si on compte les sprints comme des courses. C'est la quatrième fois en 5 courses qu'on a ce podium. La seule fois, c'était Argentine où Morbidelli a terminé devant Pecco. Mais on a eu une course, voilà, on ne s'attendait pas forcément à ce scénario. On pensait voir Marquez dominer de bout en bout. Il a dominé, mais avec notamment donc ce premier virage où il était chahuté un peu par Pecco dans le premier secteur, deuxième secteur, et puis cette grosse frayeur au virage 17 où bon, 2 virages après il reprend la tête. Mais voilà, Pecco a essayé voilà, de jouer un petit peu avec Marc, de battre avec Marc dans les premiers tours. Alex est resté au contact, jamais trop eu plus d'une seconde d'écart entre les deux. D'où la question du jour, sprint disputé ou victoire maîtrisée? Moi, je dirais victoire maîtrisée. Là, c'est un débat. Hein. C'est à travers ce qu'il a dit. Effectivement, il a eu cette. Alors déjà, il a manqué son départ. C'est ce qu'il dit. Il a manqué son départ. Il savait qu'il allait y avoir quelqu'un qui allait passer à l'intérieur. Donc, il a regardé d'un coin de l'œil. Il disait, j'ai vu une moto. Donc, j'ai su que c'était Pecco. Et ensuite, il a répliqué aussitôt. On l'a vu. Et cette erreur. Alors, il dit, c'est pas vraiment ses propos, mais en gros un mal pour un bien parce que cette petite glissade lui a permis d'évaluer les conditions de la piste. Il dit ça s'est joué à rien du tout. Hein. Ça s'est joué à rien du tout. Il dit c'est voilà, j'ai touché les gaz différemment du tour par rapport au tour précédent, mais ça se joue à rien. Mais par contre, ça m'a permis de savoir comment se comporter la piste parce qu'il faisait beaucoup plus chaud aujourd'hui. En tout cas, cet après-midi, le soleil s'est levé et il faisait beaucoup plus chaud. Hein. Je crois qu'on est monté à quasiment à 30, plus de 30 degrés dans l'air. Et, euh, et, euh, et donc forcément les conditions par rapport au premier jour qui n'ont rien à voir et surtout par rapport à ce matin qui n'avait rien à voir. Beaucoup de pilotes ont connu des scénarios différents par rapport à la matinée et au sprint. Donc voilà, écoute, moi je dirais victoire maîtrisée parce que même malgré cette erreur, c'est l'erreur au départ, entre guillemets un départ manqué, l'erreur ensuite au virage 17. Ensuite, il a dit qu'il a commis une erreur au virage 12, je crois, également, qui a permis à son frère de remonter légèrement. Il a quand même dit juste après, bah voilà, moi j'ai remis un petit coup de collier et ça m'a permis de garder 7, 8 dixièmes à chaque fois sur Alex et donc d'aller jusqu'à la victoire. Par contre, demain, il reconnaît qu'il faudra faire attention à Bagnaia parce que Bagnaia, mine de rien, et ça on y reviendra, évolue, progresse et surtout il a un rythme qui est plutôt bon selon. Oui, et puis voilà, c'est aussi ce que disait à l'antenne de Canal+, Randy Depugny, puisque ici on a suivi ça bah, depuis la France, et il expliquait que le fait qu'il fait cette grosse glissade et 2 virages après, il est à nouveau en tête, il est passé un petit peu, pas comme il voulait, parce qu'on voit aussi qu'Alex s'écarte, mais même quand Pecco essaye de le doubler un petit peu au début, on voit que Marc, rapidement, à chaque fois, tac, il réplique. On sent qu'il y a quand même de la maîtrise. Après, c'est vrai que alors, ce qui est surprenant, pas tant de le voir gagner. Hein. Voilà, on rappelle que c'est l'un des meilleurs pilotes de tous les temps sur l'une des meilleures motos de tous les temps. Donc en fait, il fallait s'attendre à avoir beaucoup de victoires Surtout en sur son ce circuit. début, Sur son sur son circuit aussi. circuit. Celui qui est pas, c'est l'homme qui est juste derrière lui, là, deuxième de la course, Alex Marquez. Il fait deuxième tout le temps. Donc c'est Oui, 5 fois deuxième. C'est un début de saison très très étonnant. oui. Est-ce que le fait d'avoir une GP24 qui est déjà optimale l'aide face à Pecco Bagnaia qui cherche encore ses sensations sur la GP25 et qui commence, comme tu dis, à les trouver?
Est-ce que c'est un avantage? Est-ce qu'on va voir souvent, ça arrive en début de saison, les motos déjà au point ont quelques courses où elles sont un peu plus compétitives que les motos de l'année jusqu'à ce qu'elles trouvent leur base. Voilà, c'est aussi qu'il faudra suivre dans les prochaines semaines. En tout cas, Alex Marquez, chapeau. Hein, et comme on le disait hier, je crois, ou avant-hier, s'il n'y avait pas Marc, bah, c'est lui qui gagnerait toutes les courses. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Et c'est vrai que cette GP24 lui permet de progresser. Mais dans tous les cas, toutes les motos, toutes les Ducati, je retire Fermin Aldeguer qui a fait quand même un super week-end. On y reviendra aussi encore après, qui a fait un super week-end. On a encore un top 5 Ducati à l'arrivée. Alex Marquez qui fait encore une superbe course, qui fait de très bonnes qualifs. Hein, il est encore sur la première ligne. C'est sa troisième première ligne de la saison, en 3 courses. Voilà, mais par contre, il avoue hein, dans son débrief que Marc en a encore probablement encore un peu sous la poignée. Il peut encore évoluer, il peut encore progresser au freinage, il a encore il peut encore faire mieux. Et donc, forcément, ça risque d'être compliqué demain d'aller le chercher encore une fois pour la victoire. Mais bon, voilà, on ne sait pas de quoi ce demain sera fait. Et voilà, mais oui, excellent début de saison d'Alex Marquez. Et on a encore un doublé des Marquez. Donc, voilà, il n'y a rien à dire, hein, clairement. Pour revenir sur Pecco, on n'a pas d'image, on a juste celle-ci, mais voilà, il disait dans son débrief, c'est l'une des premières fois de la saison où j'arrive à dépasser des pilotes. Voilà, en fait, hier, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il termine 10e de la séance practice, la séance de vendredi après-midi. Donc à la limite d'être en Q1, mais dans son débrief, il dit, en fait, je me sens mieux. Je me sens mieux qu'en Thaïlande et qu'en Argentine. Ça commence à arriver. Les sensations que je cherche commencent à être là, notamment au niveau du freinage et de l'entrée des virages. Marc disait aussi qu'il faut attendre l'Europe pour pouvoir jauger et juger le niveau de tout le monde. Exactement, exactement. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Hein. Sa saison commence en Europe. Ce sont toujours des circuits un peu particuliers, mais bon, oui, comme tu dis, et comme il le dit, il reste sur la GP25. Alors c'est la GP24X, enfin bref, ce qu'on veut, mais une évolution de la GP24. Hein, c'est pas la GP24 en question. Mais il continue il retrouve ses sensations. Hier, il a dit qu'il avait fait le meilleur vendredi depuis le début de la saison. Voilà. Alors effectivement, et en qualif, il se qualifie 6e. Là, pour le coup, c'est son plus mauvais résultat depuis l'Espagne l'an dernier où il était 7e, mais ça l'avait pas empêché de gagner le dimanche. Donc voilà, on sait que c'est un pilote qui est capable de gagner et de faire de belles choses partant des 2 premières lignes. Donc voilà, on retrouve un Bagnaia progressivement et surtout pour l'instant, en tout cas en le voyant, hein, n'a pas l'air anéanti par la domination des 2 Marquez. Voilà, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Voilà. Ça, c'est Non, important. pour l'instant. Ouais, pour l'instant, en tout cas, il a l'air serein. Après, tu le connais aussi, hein, à travers ses propos, il est toujours serein, même quand ça va pas. Mais il n'a pas l'air dépité. Justement, il a l'air content d'avoir retrouvé ses sensations qui lui manquaient. Un autre qui a retrouvé des sensations aujourd'hui, c'est Fabio Quartararo, très combatif en course, une course électrique, on l'a vu. D'ailleurs, on le sentait hargneux il y a un moment, on s'est dit, quand il se battait avec Morbidelli, il va tout donner. Il est prêt à pousser sa moto à la limite. On sentait vraiment qu'il avait cet état d'esprit. On l'a retrouvé un petit peu, le Fabio Quartararo, certains grands prix, même l'année dernière, hein, où il avait pu se battre déjà avec d'autres machines. Là, il est premier pilote non Ducati. C'est-à-dire que c'est difficile de faire mieux. Il termine 6e et il a donné du fil à retordre à son ancien coéquipier et à DJ Antonio. Bon, voilà, on voyait bien hein, dans les bouts droits que la Ducati a meilleure grippe à l'arrière notamment, mais difficile de faire mieux aujourd'hui pour Fabio. Donc. Oui, et puis surtout, lui, il dit, bon, voilà, il arrive à. Alors, comme tu dis, pas de grippe à l'arrière, ça, il a encore répété tout à l'heure, hein, c'est le gros problème. Par contre, l'avant, il ressent tout. Il a un bon feeling sur l'avant, et donc, ça lui a permis de faire. Alors, déjà, quelques petites cascades qu'on a vues tout à l'heure en qualif, et puis surtout au sprint, hein, où il a failli aussi, comme on dit, croiser les skis, mais là, il se sent mieux sur l'avant, mais le problème, c'est l'arrière. Donc, forcément, ça pose des problèmes. Et le problème à l'arrière, comme il le dit, c'est pas qu'à l'accélération, c'est aussi au freinage. Au freinage, ce manque de grip le pose problème. Donc, voilà, écoute, ça reste aussi un circuit sur lequel il est plutôt bon. Hein. Je veux dire, son palmarès est de loin d'être ridicule sur ce circuit. C'est la première fois qu'il marque des points, toutefois, en sprint sur le circuit des Amériques. Bon, voilà, il sait que demain, c'est sûr, ce sera la même configuration et que ce sera compliqué d'aller chercher les Ducati, et encore plus Marquez. Mais
voilà, bonne course, bon sprint. Voilà. Rien à dire. Maintenant, on sait qu'il est à la limite. Tu penses, Après, toi, que pour les pilotes d'autres marques, notamment, tu te rappelles, Joan Mir nous disait en Argentine, s'il n'y avait pas les Ducati, on serait premier, deuxième, troisième, on jouerait les podiums, quoi. Tu penses que pour des constructeurs autres que Ducati, viser la place de meilleur pilote non Ducati, ça peut être aujourd'hui un objectif quand on arrive sur un Grand Prix? oui, on peut imaginer ça. Hein. Tu te souviens, même les pilotes, que ce soit Fabio ou Joan. Johan disait, voilà, je mène le championnat des Japonais. Euh, oui, c'est sûr que c'est un objectif en soi, mais je pense que l'objectif surtout, c'est d'aller les chercher à la régulière. Il y a des progrès qui sont faits. Là, Fabio disait aussi également que ils ont pas, contrairement au Grand Prix précédent où ils ont changé de châssis, ils ont cherché Brassi en châssis, enfin, ils ont fait plusieurs configurations, ils ont testé, ils ont fait des comparaisons. Là, ce week-end, il est plutôt resté sur la même base. Il n'avait pas envie de prendre dans tous les sens. Et donc, forcément, on va dire, cette stabilité l'a probablement aussi aidé à essayer de comprendre cette moto pour aller plus vite. Maintenant, voilà, il y a toujours ce problème de grippe dont il souffre depuis des années maintenant, et qui aujourd'hui, face à une Ducati qui a un grip de fou. Hein, je veux dire, je t'avais montré des images de Marc Marquez au freinage en Argentine. La roue arrière ne se lève plus du tout. La moto, elle est collée au sol, même au freinage. Alors que Il faut, Marquez, on le sait, c'est quelqu'un qui fait des écarts tout le temps au freinage. Tu vois. il faut savoir que Thomas, à 2 heures du matin, il vous envoie des images de MotoGP. Il vous dit: Ah, putain, regarde-moi ça, j'avais pas vu. Comment ils font ça? Il envoie des audios long de 25 km pour vous l'expliquer. Voilà. Ouais, donc voilà. Mais écoute, ouais, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça la force de la Ducati aujourd'hui par rapport à la Yamaha, mais il y a aussi la KTM qui souffre aussi de problèmes de grippe. Enfin, voilà, c'est compliqué d'aller les chercher. C'est une machine aboutie aujourd'hui. C'est la meilleure moto du plateau. Alors, tu parles de KTM, regarde. Pouf! On tombe sur nos pieds. Acosta, Ogura, on pourrait parler de Marini, de Joan Mir, foire d'empoigne derrière pour les points du sprint. C'était un super sprint à tous les niveaux. On a eu beaucoup de bagarres derrière les caméras. D'ailleurs, cette saison, personnellement, je trouve que ceux qui s'occupent de La choisir, réalisation. voilà, qu'est-ce qu'on filme pas, etc. Là, ils mettent l'accent plus sur les bagarres pour 5, 6, 7, 8, 9 que les années précédentes. Et je trouve que c'est bien parce qu'il se passe de très belles choses. Alors, on voit notamment ce dépassement de Acosta sur Maverick Viñales. Alors, équipe différente, mais c'est les mêmes décorations. Viñales est bien chez Tech 3 et Acosta dans l'équipe officielle Red Bull KTM. Acosta qui termine 7ème, qui fait une meilleure pilote KTM. Viñales, bon, il a dû abandonner, mais on le sent ce week-end plus à l'aise, plus rapide que les week-ends précédents sur la KTM. Est-ce que c'est aussi parce que le circuit lui convient mieux? On rappelle qu'il a gagné ici l'année dernière. Donc Ouais. Pedro Acosta qui tient son rang. Thomas, on a vu aussi Joan Mir et Luca Marini se battre dans les points. Mir est tombé, Marini termine 8e meilleur pilote Honda. Et Ayogura, Ouais. parti, je crois, 18e, 9e, et meilleur rookie, meilleur pilote après du jour. Ce japonais nous impressionne. Oui, alors je voulais juste mettre un petit mot sur Vignales hier. Je lui ai posé la question de savoir quelle était la force de la KTM sur ce Grand Prix. Enfin, sur ce circuit, pardon. C'était lui, il dit que c'est au freinage. Apparemment, c'est une moto qui freine très très fort. C'est l'un de ses points forts sur ce circuit. Voilà. Par contre, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, le problème de grippe. Hier, il disait que c'était compliqué. En tout cas, Bastianini le disait aussi, c'était le problème de grippe sur la longue ligne droite du retour. La longue ligne droite qui lui pose problème et où ils perdent un petit peu. Mais ce qui est assez, on va dire, contradictoire, puisque quand on regarde la vitesse de pointe de Binder, sauf erreur, au sprint, c'est lui qui a la meilleure vitesse de pointe et de loin par rapport aux autres. Donc ça veut dire que la KTM fonctionne bien et elle a aussi un peu du Effectivement, grip. Voilà, je crois qu'on est 344,7 km/h. exactement, alors que les autres, ils sont aux alentours, enfin ils sont beaucoup, beaucoup plus loin, tu vois. Alors peut-être qu'il a tiré tout droit au bout, ça on ne le sait pas. Mais, mais en tout cas, ça montre que la KTM fonctionne bien et qu'elle a une bonne motricité en sortie de virage. Quoi. Ouais, Voilà. un bon moteur. Et puis, ça peut aussi être dû au fait que, comme tu dis, si le freinage, c'est leur point fort ici, ils freinent plus tard. Donc, au niveau Bien sûr, de la speed trap, ouais, euh, ça fait c'est une ça. différence. Et puis après, pour revenir à Ogura, effectivement, excellent début de saison du pilote japonais. Enfin, rien à dire. Il est en plein apprentissage, mais il prend tout ce qui vient. Euh, il apprend, il fait pas d'erreurs, très peu d'erreurs. Effectivement, il n'est pas passé en Q2.
mais il arrive quand même à remonter et à marquer des points. Un point sur ce sprint, c'est la dernière fois qu'il marque des points au sprint, parce qu'il n'en a pas marqué en Argentine, mais il en a marqué en Thaïlande. Voilà, très bon début de saison. Alors, je dirais pas en toute discrétion, mais voilà, il fait son petit bonhomme de chemin. Voilà, il se bat parmi les premiers pilotes Aprilia, parce que ouais, effectivement, il n'y a pas Jorge Martin qui est là, mais par contre, il y a Bezzecchi qui est Il est. ici. Et il finit devant, Bezzecchi. Donc voilà, Mhm. c'est sûr que c'est même pour Bezzecchi, ça doit être aussi un petit peu frustrant de voir un rookie sur une moto qu'il découvre Ouais. devant lui. Voilà. Ouais. Bien sûr, L'une des Bezzecchi découvre explications aussi l'Aprilia. aussi. Voilà, c'est ça, c'est qu'on peut aussi dire Bezzecchi passe d'une Ducati à une Aprilia. On voit que Bien les sûr. pilotes qui sortent d'une Ducati et arrivent sur notre moto, que ce soit Bastianini avec la KTM ou lui avec l'Aprilia, une natation qui est un peu plus compliquée. On verra Jorge Martin s'il revient au. Tiens, d'ailleurs, tu l'as vu hier, Jorge Martin à Ouais, Austin. ouais, bah écoute, oui, bah de toute façon, t'as fait son transcript sur le site, mais voilà, il prépare son retour. Maintenant, est-ce que son retour sera fait au Qatar? Voilà, est-ce que Oui, c'est une toi. bonne idée de revenir? Selon moi, je pense qu'il va tester, mais je sais pas s'il ira au bout. Je pense que pour lui, c'est la bonne occasion de faire quelques tours sur une MotoGP, d'évaluer sa condition, et puis si ça va pas, il reviendra à Jerez, sans avoir à demander à faire des tests et à changer le règlement comme on en a parlé il y a 2 jours. Un mot aussi, simplement pour signaler, Fermin Aldeguer, donc, qui termine 11e, il était en Q2. Première Q2 pour le rookie Aldeguer, il s'est qualifié 12e. Seulement, il y a eu, voilà, pour les contacts du début de course, il a été un petit peu impliqué, il s'est retrouvé un petit peu loin en classement, il a dû remonter, il a terminé 11e, c'est une belle course de la part de Fermin. On l'avait vu rapide à Sepang, moins en Thaïlande, le circuit lui allait pas trop, Argentine non plus, là on verra, de toute façon il est en ce processus d'apprentissage, mais intéressant ce qu'a fait Fermin hier, notamment sur le mouillé, puisque première séance dans ces conditions en MotoGP, et il était assez compétitif, il était impressionnant, Fermin Aldeguer Ouais, hier. ouais, absolument. Il arrive à s'y faire. Pour l'instant, comme tu dis, il a été malmené en course, donc il finit un peu plus loin. Mais demain, c'est un pilote sur lequel il faudra garder un œil parce qu'il pourra faire une bonne course. Et on termine avec Honda. Que s'est-il passé pour Johan Zarco, qui donc s'est qualifié 15e, a terminé 16e. Pas le samedi espéré, après un vendredi intéressant. Malheureusement, il y a eu cette chute en fin de séance practice qui le relègue, a priori, en Q1, puisque même s'il n'avait pas encore le chrono pour la Q2, on voyait qu'il était dans le rythme, dans le jus pour avoir cette Q2. Forcément, tu pars de plus loin, tu compliques ton week-end, et en plus de ça, son feeling aujourd'hui, il n'était pas idéal. Exactement. Mais en fait, c'est ça qui est étonnant, c'est qu'en fait, les conditions de la piste étaient meilleures selon lui, ce qui est vrai, hein, parce que la piste était sèche par rapport à la veille, et surtout, il faisait plus chaud, mais il n'arrivait pas à retrouver le même feeling qu'il avait sur les 2 premiers Grands Prix, c'est-à-dire à piloter comme il arrive à le faire maintenant sur la Honda. Donc, difficulté au freinage, difficulté à beaucoup de vibrations. Voilà. Alors, l'autre chose, c'est qu'il est parti, c'est le seul à être parti avec le médium à l'arrière sur ce sprint. Dans l'idée, ce qu'il voulait faire, c'était de préparer la course de demain. Il s'est dit de toute façon, c'est une journée perdue, mais au moins ça me permet d'avoir des données pour demain. Alors, bien sûr, c'est peut-être compliqué forcément cette course-là. Il était plus dans le surpilotage aujourd'hui, mais en tout cas, voilà, peut-être que demain, cette expérience qu'il aura avec le médium sur une course, sur une partie de course, quoi, pourra lui permettre de revenir. Voilà, comme tu dis, en partant d'aussi loin, tu sais que tu compromets très vite ton début de course, enfin ton week-end en entier en MotoGP. Donc, il s'attend à une course difficile demain. Voilà, le but, ce sera d'approcher le top 10 comme il le veut et d'essayer de marquer des points. Donc c'est Marini qui a pris les points pour Honda, terminé 8e. Et alors Thomas, on avait eu un petit débat, une petite discussion autour de Honda, des progrès de Honda avant le week-end d'Austin. Tu es allé poser la question à Luca Marini. Dis-nous quelle est sa réponse au sujet donc des avancées de Honda, moi au niveau du classement en tout cas. Comme je te disais, alors on l'avait pas dit dans la vidéo la dernière fois? Non, je ne l'ai pas dit. Alors, tu l'avais vu juste après. Juste après. En fait, lui, il voit deux explications. La première, c'est comme celle que Johan explique, c'est qu'en fait, il y a 2 Ducati de moins qui ont été du coup remplacés par 2 Yamaha
piloté par Jack Miller et Miguel Oliveira. Donc là, ce week-end, Augusto Fernandez. Donc forcément, alors on sait que les Yamaha sont en difficulté, donc je n'invente rien. C'est forcément 2 places supplémentaires au classement. Ensuite, il y a deux pilotes qui sont passés chez KTM, pareil, sur une moto compliquée, que sont Enea Bastianini et Maverick Viñales. Donc forcément, ça fait encore 2 pilotes potentiels pour se rapprocher de la tête du classement. L'autre chose qui lui avance sur le plan plus technique cette fois, c'est de dire que la Honda aujourd'hui, c'est la moto, elle est à son plein potentiel. La moto telle qu'elle est aujourd'hui, elle est à son plein potentiel. Là, en comparaison à d'autres motos, comme la Ducati, par exemple, GPX, comme la KTM, comme la Yamaha ou autres, qui sont encore en train de se chercher en ce début de saison pour essayer d'apporter des évolutions et donc de progresser. Lui, il pense qu'aujourd'hui, la Honda, on peut pas faire mieux. En tout cas, elle est à son plein potentiel. Et qu'il va falloir progresser rapidement pour essayer de ne pas se faire justement distancer par les autres qui vont eux aussi progresser en cours de saison, en tout cas sur le début de saison. Donc, il sait qu'il va y avoir un test à Jerez après le Grand Prix d'Espagne. Donc, lui, il espère d'ici là de continuer à travailler sur les réglages, à essayer de faire en sorte que le setup puisse correspondre au progrès qui a été, enfin, pour assurer la continuité des progrès qui ont été faits depuis le début de saison. Et donc, il espère qu'il y ait une grosse évolution, en tout cas un step de fait, durant le test qui aura lieu après le Grand Prix d'Espagne. Voilà, c'est l'une des seules opportunités, même s'ils ont le droit avec les concessions de faire des tests, c'est l'une des grosses opportunités à venir pour essayer que la Honda progresse. Et justement, tu as soumis cette réflexion à Johan Zarco hier, si je me souviens bien, dans l'audio que tu m'as envoyé. Tu lui as dit, voilà, Marini m'a répondu ça, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'il t'a répondu, Jojo? Bah, lui, en fait, il pense que pas du tout. Enfin, bon, après, lui, il n'analyse pas comme ça. En tout cas, lui, il pense que aujourd'hui, il y a encore des choses à faire sur cette Honda. Il y a encore des combinaisons sur des circuits qui sont totalement différents pour essayer de progresser. Mais bon, après, à chaque fois, quand on pose une question technique à Johan, hein, c'est pas une critique, c'est lui, il dit qu'il n'est pas ingénieur et que c'est pas son problème. Lui, son ressenti, il le donne aux ingénieurs et après, il espère avoir des réponses pour avoir des progrès. Lui, il sait que Honda, c'est le meilleur constructeur au monde. Il n'a pas arrêté de le répéter au cours de l'année dernière. Il sait que Honda, c'est qu'une question de temps pour qu'il revienne aux avant-postes. Et là, on le voit. Hein. Je veux dire, même si la raison numéro 1, comme que j'ai invoqué et que Marini a réexpliqué sur le fait qu'il y ait moins de Ducati, machin, on a quand même un Joan Mir qui s'est encore battu devant avant de chuter tout à l'heure. On a eu un Luca Marini qui marque ses premiers points en sprint sur la Honda. On a C'est vrai. Johan Zarco qui a été en difficulté ce week-end, certes, mais qui a, sur les 2 premiers Grands Prix, fait une première ligne. Donc voilà, il y a du travail qui est fait chez Honda. Maintenant, ils vont continuer, on le sait, avec un Oui, et Aleix puis, Espargaro qui est derrière en sous-marin, un Romano Elveziano qui a toute l'expérience d'Aprilia. On peut imaginer que tous les voyants sont ouverts pour que ça aille beaucoup mieux. et puis on les voit à la bagarre avec d'autres constructeurs, ce qui n'était pas forcément le cas les années précédentes, en tout cas Ouais, les années récentes. exactement. Écoute, voilà. Et ce qui est surprenant, parce que 23. on pourrait croire que Yamaha suive un peu cette trajectoire-là aussi. Et pour l'instant, c'est pas encore le cas. Mais voilà, on sait que Yamaha, travaille aussi sur une autre philosophie moteur, du travail qui est fait, qui probablement se paiera plutôt à long terme, plutôt qu'à court terme aujourd'hui du côté de Honda. On peut l'analyser comme ça. 23 minutes, le numéro d'Enea Bastianini, vainqueur à Austin, ancien vainqueur à Ouais. Austin. C'est un bon chiffre pour en rester là, pour te souhaiter une belle soirée américaine. Et Ouais, puis, on se retrouve demain. Et bon Grand Prix. Et merci. je t'en prie. Salut. Et merci à tout le monde.